Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un immunologue, un professeur émérite en immunologie en Belgique, le professeur Michel Goldman. Bonjour professeur et merci de nous donner votre temps aujourd'hui pour cet entretien essentiel. Bonjour. On va aujourd'hui parler Covid, on va parler traitement, on va parler vaccin, on va parler Big Pharma. Mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est que, étant donné votre position émérite, que vous puissiez exprimer quelle a été votre expérience avec, on va dire, la recherche en immunologie, avec vos liens avec l'industrie pharmaceutique, de manière à ce que les auditeurs puissent se forger leurs propres avis sur votre expertise et la légitimité de votre intervention. Très bien, mais je suis effectivement médecin immunologiste. J'ai commencé ma carrière en prenant soin de patients atteints de maladies rénales et singulièrement de transplanter du rein. Et puis, je me suis orienté vers la recherche pour essayer de progresser dans le traitement, en particulier des patients greffés. C'est dans ce cadre-là que j'ai développé différents programmes de recherche en immunologie. Dont certains, ça remonte maintenant à un certain temps, étaient effectivement en lien avec l'industrie pharmaceutique, mais en gardant toujours toute l'autonomie nécessaire et le choix des sujets que je décidais d'étudier. En tant que professeur, et donc vous avez donc longuement travaillé avec cette industrie pharmaceutique et le monde de la recherche, on a eu dans les 2 dernières années une maladie qui s'appelait la Covid. En tant qu'immunologue, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre position initiale, sur la biologie, la biochimie de cette maladie? Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous au moment où on rentre dans la phase où on va dire nos économies, nos mondes ont changé? Alors écoutez, pour moi, cette maladie, comme pour beaucoup, ça a été un réveil assez brutal et ça nous a rappelé à tous, en particulier à nous médecins et scientifiques, ce qui avait déjà été très bien exprimé par Charles Nichols, un prix Nobel de médecine, c'est que face aux maladies infectieuses, nous sommes tous frères et solidaires, frères parce que ce sont les mêmes dangers qui nous menacent et solidaire parce qu'effectivement, ces microbes, en l'occurrence ce virus, va se transmettre d'une personne à l'autre. Et donc, si vous voulez, voilà ce qui m'a inspiré, c'est qu'il fallait d'emblée mettre en place des mesures dont certaines sont finalement assez simples. On pense effectivement aux masques, aux gestes barrières, et puis qu'en même temps, il fallait absolument le plus rapidement possible développer les armes qui sont les plus efficaces pour prévenir les maladies infectieuses et les formes les plus graves de ces affections, c'est-à-dire des vaccins. Donc, au début de cette période, on a vu quand même une grande discussion sur les traitements avant que la vaccination, quand elle était en phase de développement, avec beaucoup d'analyses, beaucoup d'études. Et je crois que vous avez dit à un moment, on ne doit pas abandonner les traitements en fonction des pathologies et surtout en fonction du tableau clinique des patients et leurs comorbidités. Donc aujourd'hui, quelle est votre position puisqu'on a un recul important sur ces vaccins? On voit bien que il y a pas, ça n'a pas arrêté, on va dire, la contamination, la transmission puisqu'il y a toujours des cas. Donc quelle serait votre position, on va dire, et comment a-t-elle évolué? Ben, écoutez, je pense que la première chose que je voudrais dire, c'est que moi-même, comme beaucoup d'autres, j'ai été très surpris à la fois de la rapidité avec laquelle les vaccins sont arrivés et en même temps de leur efficacité vraiment extraordinaire et en fait inattendue en termes de protection contre les maladies graves. Et donc ça, pour moi, c'est avant tout un, disons, un résultat remarquable, un succès remarquable de la recherche collaborative entre effectivement les chercheurs des universités et puis avec un relais qui a été pris par des sociétés de biotechnologie et puis effectivement les grandes sociétés pharmaceutiques.
Alors, si vous voulez, la façon dont ma réflexion a évolué par après, ça a été qu'effectivement le bénéfice sur la gravité des maladies, la prévention des hospitalisations, des décès, c'est en millions qu'on compte les décès qui ont été évités. Il y a quand même une déception qui est apparue relativement rapidement, c'est que ces nouveaux vaccins ne sont pas très efficaces pour prévenir la transmission d'un sujet à l'autre, pour prévenir la contagion. Et ceci a effectivement aussi créé une certaine confusion dans le public sur finalement l'utilité de ces vaccins. Et je crois qu'il est important de rappeler qu'ils sont extraordinairement utiles pour prévenir les formes les plus graves, en particulier aujourd'hui chez les personnes qui sont les plus vulnérables. Pourtant, sur la base de ces assertions scientifiques, on a quand même nos gouvernements qui ont imposé la vaccination à certains sous-ensembles de la population, comme les soignants ou les gens qui étaient proches des patients. Donc, il y a eu une forme d'obligation avec une thérapie qui, aujourd'hui, vous nous dites, n'a pas rempli une certaine condition qui était la baisse de la transmission et de la contamination. De plus, on a eu des messages gouvernementaux, tous vaccinés. Je pense à un message qui était tous vaccinés, tous protégés, qui est quelque part qui peut prêter à confusion. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire quand on a ce genre de problème dans l'industrie pharmaceutique avec ce genre de produits? Il y a différents éléments dans votre question. En ce qui me concerne, je pense que c'est la transparence qui doit prévaloir. Et je pense que dans la communication, y compris vers le grand public, eh bien, il ne faut pas craindre de reconnaître. Je ne parlerai pas de conditions qui n'étaient pas remplies. Je pense que la condition essentielle, c'était de sauver des vies, de prévenir les hospitalisations. Et ça, cette condition essentielle, elle a été parfaitement rempli, au-delà de toutes les espérances. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense qu'une fois qu'on a dit ça, eh bien, il faut pouvoir reconnaître que d'autres aspects des vaccins, malheureusement, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même un effet bénéfique sur la transmission, mais bon, il est, disons, il n'est pas à la hauteur, certainement, de ce que l'on peut attendre des vaccins si l'on prend comme exemple d'autres maladies. Pour ce qui est des obligations vaccinales, encore une fois, moi, je n'ai pas de responsabilité dans les décisions gouvernementales et je comprends bien la difficulté lorsqu'il s'agit de prendre des mesures qui ont un impact majeur sur la santé publique et en même temps de tenir compte le plus possible de la situation de chaque personne. Donc là, c'est pas évident et la communication n'est pas évidente. Pour ce qui est de l'obligation vaccinale, je voudrais quand même insister sur le fait qu'au moment où elle a été discutée, il s'agissait aussi de protéger ces personnes. Et si on pense aux soignants, eh bien effectivement, en vaccinant les soignants, on préservait disons, la force de travail dans les hôpitaux. On réduisait le nombre de congés de maladie et je pense que, bon, ben, à un moment donné, comme vous savez, la situation était critique. Donc, indépendamment du fait que l'on réduisait aussi, mais dans une proportion moindre qu'espérait la transmission, quelque part, on permettait de maintenir, si vous voulez, les ressources nécessaires pour soigner les gens, tout en protégeant les soignants eux-mêmes. Et c'est la même Aujourd'hui, chose pour la vaccination des gens qui étaient proches des immunodéprimés. Professeur Goldman, donc merci beaucoup sur votre réponse sur l'obligation vaccinale qui est très claire. Donc on a vu que au moment où les décisions ont été prises, eh bien on avait certaines hypothèses sur l'efficacité de ces traitements. Aujourd'hui, vous avez dit que ça protège sur les formes graves, moins les promesses produits ne sont pas remplies sur certaines parties. Est-ce que cette obligation vaccinale sur certaines catégories de la population sont-elles toujours d'actualité? Dans la situation épidémiologique actuelle, je pense que l'obligation vaccinale n'est plus justifiée.
Alors, ceci pourrait être revu si de nouvelles mutations apparaissent, si des variants plus méchants réapparaissent, mais dans la situation actuelle, où finalement le problème des formes graves, ce sont chez des sujets prédisposés, soit en raison de leur âge, soit en fonction d'une autre maladie dont ils souffrent. Et donc, je pense qu'il faut insister pour que ces patients-là soient vaccinés. Et je pense qu'en France, c'est pour ça qu'on encourage pour la vaccination au-delà de l'âge de 50 ans. Mais je crois que, disons, introduire une obligation vaccinale, même ciblée, dans l'état, disons, actuel de la situation épidémiologique, à mon sens, c'est une opinion personnelle, ça ne se justifie pas. On a vu certains pays, le Danemark, la Suède, qui sont revenus sur la vaccination pour les femmes enceintes, pour les plus jeunes, parce que les bénéfices produits n'avaient peut-être pas été au rendez-vous ou les risques avaient été, certains risques avaient été identifiés. Quelles sont vos positions sur ces deux catégories? Alors, je pense qu'il y a vraiment une nuance à apporter. Euh, Personnellement, pour ce qui est des femmes enceintes, je pense qu'il est logique de continuer à recommander le vaccin parce qu'il y a quand même, disons, de bonnes évidences pour dire que l'infection peut avoir des conséquences importantes sur la grossesse et le nouveau-né à naître. C'est rare, mais disons que on a encore certainement des choses à apprendre sur les variants Omicron, mais aujourd'hui, je pense qu'il est prudent, compte tenu de la sécurité qui est quand même très grande, même si elle n'est pas absolue de ces vaccins, de vacciner les femmes enceintes. Pour ce qui est des enfants, la position est plus nuancée parce que là, les risques sont quelque part limités aux enfants qui ont des facteurs de prédisposition. Il y a des maladies de l'enfant qui vont le prédisposer à des formes graves, même si heureusement elles restent rares. Mais disons que pour ce qui est des enfants, je pense que bon, il faut pouvoir, disons, bon, discuter avec les parents. Mais en ce qui me concerne, en tout cas, je trouve que faire pression aujourd'hui sur les parents pour qu'ils vaccinent leurs enfants en bonne santé, je pense que ça n'est pas raisonnable. Ceci dit, je crois qu'il faut expliquer la situation telle qu'elle est. Certains parents préféreront limiter les risques au maximum, même s'ils sont faibles, et ça, c'est une liberté qu'il faut respecter. Mais je crois qu'il faut vraiment éviter de mettre la pression en utilisant des arguments qui sont discutables. Là encore, c'est la transparence qui doit prévaloir. Donc, quelque part, vous prenez la pleine information, la transparence, le consentement libre et éclairé et quelque part laisser le choix. Tout à fait. Tout à Parlons. fait, tout à fait, mais je pense qu'il faut vraiment insister, en particulier aujourd'hui, où finalement, bon, on a l'impression que la pandémie a disparu, le virus n'a pas disparu, et pour certaines populations vulnérables, je pense en particulier aux sujets immunodéprimés, eh bien, la menace est là, et ceux-là, il faut tout faire pour les protéger. Il y a les vaccins, il y a d'autres outils aujourd'hui auxquels on peut faire appel également. Donc, dans la balance bénéfice-risque, on vient de parler de l'efficacité et des cibles privilégiées et de votre point de vue. Parlons du côté risque. Dans votre expérience, a-t-on vu, les régulateurs ont dit qu'il n'y avait pas de risque ou pas d'effet secondaire de cette vaccination. Est-ce que vous avez pu observer certains risques? Si oui, lesquels? Et quels sont, on va dire, les points d'attention que vous auriez en particulier à nous faire, à nous communiquer? Bon, là, je vais, si vous voulez, baser ma réponse sur des faits établis. D'abord, bon, les régulateurs n'ont jamais dit qu'il n'y avait aucun risque. Il y a des risques qui aujourd'hui sont bien établis. Le risque d'allergie, il est très faible, mais il existe et on le comprend aujourd'hui, sont des allergies à certains composants du vaccin. Ça, c'est le point numéro un.
Le point numéro 2, c'est que les régulateurs ont reconnu qu'il y avait quand même des complications exceptionnelles qui pouvaient être attribuées directement au vaccin. Je pense à certaines formes de thrombose atypiques qui touchent en particulier les vaisseaux du cerveau. Je pense aussi à certaines atteintes du cœur, ça c'est pour les vaccins ARN. Il y a même des complications encore plus rares pour lesquelles aujourd'hui, y compris les agences réglementaires, reconnaissent qu'il y a une relation de cause à effet probable. Je pense notamment au syndrome de Guillain-Barré. Donc, alors encore une fois, c'est très rare, c'est exceptionnel, ça ne change rien au bénéfice majeur global de ces vaccins, mais encore une fois, il faut pouvoir le dire et le reconnaître, et les agences réglementaires l'ont fait. Ce qui est vrai, c'est qu'heureusement qu'il y a eu des médecins astucieux qui ont été interpellés par, si vous voulez, des observations curieuses. Je pense notamment aux thromboses atypiques, et ils ont alerté les agences réglementaires qui ont mené rapidement les enquêtes nécessaires pour aboutir à la conclusion qu'effectivement, ces effets secondaires qui peuvent être très rares, qui sont très rares, mais qui peuvent être très graves, voire mortels, existent. Donc, il n'est pas vrai de dire que les agences réglementaires ont dit que ces vaccins étaient parfaitement sûrs. Ils sont très sûrs dans l'immense majorité des cas, mais il y a malheureusement des exceptions. Et là encore, il faut être transparent, il faut pouvoir le reconnaître. Évidemment, tout le défi de la recherche aujourd'hui, c'est d'essayer d'identifier les quelques personnes parmi les millions qui sont vaccinées qui sont à risque de développer ces effets secondaires très rares. Y a-t-il eu, d'après vous, la résurgence de certaines maladies? Donc, je pense ici à un des cas particuliers qui est votre expérience personnelle, puisqu'on a pu voir que vous avez attribué une de vos pathologies, un cancer que vous avez eu à ce vaccin, cette vaccination, puisqu'elle est intervenue très rapidement. Vous avez fait donc des analyses radiologiques, je crois, c'est avec votre frère, et vous en êtes exposé dans les médias. Donc, venant de quelqu'un comme vous, votre parole porte donc l'efficacité de la vaccination, mais avec bien sûr une transparence. Vous avez fait transparence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre expérience personnelle, sur cette analyse bénéfice-risque pour vous? Alors, il y a deux éléments de réponse. Le premier, est-ce que le Covid a fait apparaître ou réapparaître d'autres maladies? Là encore, il y a des faits établis. Je ne parle pas de mon cas personnel. Je pense de tous ces cas, disons, d'embolie pulmonaire, de thrombose. Je pense aussi à certaines réactivations d'autres virus. On sait par exemple que le virus d'Epstein-Barr peut être réactivé au cours de la maladie Covid, et on pense d'ailleurs que ça pourrait jouer un rôle dans ce qu'on appelle le Covid long, les complications à long terme du Covid. Donc, effectivement, que le Covid ait fait réapparaître certaines maladies, certainement. Il y a aussi des effets indirects. C'est que les maladies contre lesquelles on est protégé par d'autres vaccins, eh bien, pendant la période du Covid, en particulier chez l'enfant, certaines vaccinations ont été postposées ou négligées, et ça a été en l'occurrence à l'origine, par exemple, de morts par la rougeole dans des pays africains. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est établi non contestable. Pour le reste, il y a des maladies, et bon, j'en suis un exemple, pour lesquelles des questions se posent. Des questions se posent parce qu'il y a des observations interpellantes, dont la mienne, qui montrent qu'il y a une relation temporelle, mais aussi, disons, il y a des bases scientifiques qui suggèrent qu'il puisse y avoir un lien. Et pour reprendre ce que vous avez dit, je m'en suis essentiellement ouvert, en tout cas dans un premier temps, moi-même dans la littérature scientifique. Mon cas a été publié il y a plusieurs mois maintenant
dans une revue médicale. Et si je m'en suis ouvert, c'était pour mobiliser la communauté scientifique, les médecins, à explorer, voir s'il n'y avait pas d'autres cas et si effectivement ces cas ne permettaient pas, en les analysant de façon approfondie, de mettre en évidence des facteurs de risque qui permettraient d'éviter ces complications. C'était ça mon objectif, ça reste mon objectif. J'essaye aujourd'hui de motiver des chercheurs à effectivement comprendre. C'est pas simple, hein, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin, mais de comprendre pourquoi, effectivement, dans certains cas, la vaccination peut, si ce n'est induire le cancer, peut-être induire, c'est l'hypothèse chez moi, des aggravations d'un cancer préexistant. Donc, ça, est-ce que vous avez des chiffres où vous avez été capable de chiffrer un petit peu ou bien c'est juste à l'état préliminaire? Oui, alors ça, c'est évidemment toute la complexité, en particulier dans des maladies comme les miennes, qui sont des maladies cancéreuses du sang et des ganglions. Vous savez, les chiffres, ils existent. Si on fait une analyse, disons, globale, eh bien, on vous dira, bon, et c'est la vérité, que globalement, il n'y a pas de risque accru après l'administration d'un vaccin de développer une maladie telle que la mienne. Ça, c'est quand on voit les choses, disons, comme on dit dans notre langage, de façon macroscopique, c'est-à-dire de façon globale. L'hypothèse que je formule avec d'autres, c'est que il ne suffit pas, entre guillemets, d'avoir un cancer pour que le vaccin ait un effet indésirable. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui prédisposent. Ça peut être des facteurs génétiques, ça peut être d'autres maladies dont on souffre. Parfois, ce seront peut-être certains traitements que l'on prend qui vont faire que si vous avez un cancer, en particulier un cancer latent, le vaccin pourrait effectivement avoir un effet délétère tel que celui que j'ai supposé, suggéré. Et si vous voulez, si effectivement j'en ai parlé, et l'article auquel vous faites allusion dans un média américain, The Atlantic, en tout cas semble y contribuer, c'est pour effectivement essayer de rassembler des cas analogues, de les étudier en profondeur, pour encore une fois essayer de mettre en évidence quels pourraient être les facteurs prédisposants. Mais moi-même, quand, disons, en fonction de ce que les patients me racontent, il m'arrive encore très régulièrement de recommander à un patient atteint d'un cancer, voire de lympho, de se faire vacciner si rien dans son histoire ne suggère qu'il pourrait être prédisposé à une telle complication. Professeur, il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est qu'avec le confinement, il y a eu un retard dans l'identification. Est-ce que cet élément-là, vous avez été capable de l'identifier vous-même et est-ce qu'on est capable d'identifier, de peser, on va dire, le retard de diagnostic par rapport à cette résurgence ou l'hypothèse de la résurgence ou de l'apparition de maladies? Oui, alors ça, je pense, c'est une question essentielle. Bon, on peut commencer d'ailleurs par le Covid, hein. Il faut savoir qu'une caractéristique essentielle du Covid, c'est que très souvent, il n'entraîne pas de symptômes. La maladie passe inaperçue. Et donc, on continue à vivre une vie normale et donc on transmet volontiers le virus. Donc, ça, c'est certainement un point important et c'est vrai que il a fallu le temps pour s'en rendre compte et les capacités de diagnostic au début étaient limitées, donc il y a eu un retard. Il y a aussi des questions liées à la fiabilité des tests rapides. Donc c'est une vraie question, c'est un vrai problème et il faut encourager en tout cas toutes celles et tous ceux qui ont des symptômes suggestifs à se faire tester parce que, disons qu'il faut à ce moment-là qu'elles prennent les mesures pour empêcher la transmission, en particulier aux personnes les plus vulnérables. Pour ce qui est des autres maladies, il y a effectivement eu des retards dommageables. Et il y a eu des retards
parfois très important dans la prise en charge de patients avec des maladies rares. On peut en particulier parler du cancer, des interventions qui ont été retardées. Donc, le tribut que l'on paye et que l'on continue à payer à la pandémie est effectivement très élevé. Euh, on a vu aussi qu'il y a eu des gestes barrières avec des individus qui sont restés chez eux, qui ne sont pas donc venus voir leur médecin. On a administré du Doliprane, du restez chez vous. Tout cela a entraîné une forme de perte de confiance, on va dire, dans les médecins, dans l'industrie pharmaceutique. Alors, on ne peut pas jeter l'opprobre en disant tout est à jeter dans l'industrie pharmaceutique qui a fait énormément d'avancées dans les dernières années, puisque l'âge du décès a augmenté de manière significative. On a vu dernièrement aux États-Unis qu'il a baissé. Euh, Parlons un peu des conséquences de cette perte de confiance, puisque quelque part, vous expliquez qu'il y a des bénéfices, mais il y a des risques. Il n'y a pas eu une totale transparence, ou alors vous prenez cette transparence, mais elle n'a peut-être pas existé. Est-ce que vous comprenez que certaines personnes puissent avoir perdu confiance, soit dans leur médecin, soit dans cette industrie, et est-ce que vous le déplorez? Alors, je le comprends et bien entendu, je le déplore. Alors, je vous parlerai effectivement de la connaissance que j'ai de l'industrie pharmaceutique. Je pense que, comme vous l'avez dit, elle a été à l'origine quand même de progrès remarquables. Alors, il faut effectivement reconnaître que si l'industrie pharmaceutique, bon, ben son but c'est de soigner les gens, c'est un but qui est noble, il faut effectivement reconnaître qu'il y a d'autres considérations qui guident les stratégies menées par l'industrie. Alors, il faut être prudent lorsqu'on parle de l'industrie. On sait qu'il y a, si vous voulez, dans l'industrie, en particulier la grande industrie pharmaceutique, différents départements qui sont à l'œuvre. Et c'est sûr que le département qui est en charge de la commercialisation et aussi certains actionnaires particulièrement, disons, soucieux de voir un retour sur leur investissement, vont faire en sorte que, bon, effectivement, ce soit les bonnes nouvelles de l'industrie qui soient mises en avant. Je voudrais insister sur le fait que ça n'est pas, disons, une stratégie uniforme et qui est pensée d'en haut. Il se fait que dans la mission que j'ai accomplie pendant 5 ans à la Commission européenne, où j'ai mis sur pied des partenariats entre l'industrie pharmaceutique et le monde des universités, je me suis rendu compte que très souvent, au sommet de ces industries, il y a des gens qui ont effectivement un raisonnement tout à fait louable et qui parfois rappellent celui du CEO de Danone qui, bon, malheureusement, a dû se retirer récemment. Je ne dis pas que c'est toujours, mais ça arrive pour dire que c'est vraiment certains départements, certaines sections de l'industrie qui parfois, effectivement, communiquent mal. Et bon, moi-même, j'ai été amené plusieurs fois, en particulier sur les vaccins, à leur expliquer que ce n'est pas à l'industrie de communiquer sur les vaccins. Lorsqu'elle communique sur les vaccins, en fait, elle fait du tort et elle entretient la défiance. Donc ça, c'est quelque chose que j'assume, c'est une opinion que j'assume complètement, mais je pense que lorsque l'on lit certaines réactions, que certains, effectivement, en fonction de ça, vont effectivement expliquer que l'industrie pharmaceutique, c'est le diable. Ça, je pense qu'il faut avoir une opinion beaucoup plus nuancée et reconnaître que beaucoup de traitements qui ont transformé nos vies ne sont là que parce que l'industrie les a développés. Pour juste faire un petit aparté, j'ai reçu il n'y a pas longtemps une jeune femme qui représente un collectif de patients, de femmes qui ont subi des effets sur leur cycle. Donc, elle a créé un collectif qui s'appelle Où est mon cycle? Elle m'expliquait qu'elle a été en déshérence médicale parce qu'au début, on n'a pas voulu reconnaître ces éléments-là. Et ça, rien que pour elle, c'était une souffrance parce que c'était une forme de non-reconnaissance de son cas. Aujourd'hui, elle se bat pour cet élément-là. Est-ce que vous avez vu l'industrie se soucier, on va dire, de ces collectifs? Est-ce que vous comprenez que certaines de ces personnes puissent aujourd'hui
accusé ces sociétés, ces vaccins, d'avoir généré ces problèmes sur leur cycle, donc des retards de cycle, et que ça entraîne, on va dire, une perte de confiance supplémentaire. Oui, alors bon, je pense qu'on peut blâmer l'industrie pharmaceutique et tout faire reposer sur elle. Je pense que les choses sont plus compliquées. D'abord, pour cette histoire de cycle, aujourd'hui, il y a un travail publié qui confirme effectivement qu'il peut y avoir des décalages induits par les vaccins, qui sont des décalages euh, très limités. On parle de, disons, de différences de quelques jours et qui s'estompent avec le temps. Alors, encore une fois, c'est ce que je vous disais pour les autres effets secondaires. Je pense que comme médecin, lorsque quelqu'un vient vous parler de problèmes tels que ceux-là, bon, et parfois ce sont des problèmes plus graves, mais pour la personne, comme vous l'expliquez très bien, eh bien, bon, ces problèmes de cycle peuvent être très mal vécus. Je pense que, un, il faut les écouter, et deux, ce qui est excessivement important, c'est qu'il faut reconnaître les incertitudes qui persistent. Et parmi ces incertitudes, il y a effectivement des choses qui ne sont pas encore établies. Elles ne sont pas établies, ça veut dire que si elles surviennent, ce sera très rare, mais ce n'est pas parce que c'est très rare que ça n'existe pas. Et je pense que reconnaître l'incertitude, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas naturel, ni dans le chef de certains médecins, ni dans le chef de l'industrie. Je pense que c'est une des responsabilités que nous avons lorsque, effectivement, les patients viennent nous parler de leurs problèmes et, disons, émettent des hypothèses. Et je pense que l'on n'en a pas fini parce qu'avec le Covid long, eh bien, il faut s'attendre à ce que dans les mois, les années qui viennent, on ait effectivement un nombre significatif de personnes qui posent la question d'un lien entre les symptômes dont ils souffrent, une fatigue chronique par exemple, et le Covid dont ils auraient souffert, voire les vaccins qu'ils auraient reçus. Donc, dans le cas de cette jeune femme, c'est plusieurs milliers de témoignages qu'elle a reçus. Donc, cette déshérence, elle a été auditionnée par l'enquête qui a eu lieu, l'enquête parlementaire de l'OPESCT, donc l'Office d'évaluation des risques, et elle a amené énormément de témoignages. Et donc, ce qu'elle nous disait, c'est que elle voulait se faire entendre de manière à ce qu'on prenne son cas en considération. Est-ce que l'industrie pharmaceutique puisse justement, dans le cadre des meilleures pratiques, donc ici peut-être pour parler des meilleures pratiques, il y a, on va dire, 3 types de pratiques que l'on pourrait faire. C'est dans le cadre de développement de R&D, dans le cadre de l'évaluation de ces thérapies, après dans le cadre de la production et après dans le cadre du suivi post-mise en production avec la pharmacovigilance. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu a-t-on péché par excès de rapidité dans les derniers mois, dans les dernières années, avec ces autorisations temporaires, ces accélérations dans ces autorisations qui auraient entraîné des pertes, soit dans la formation, soit dans la précaution pour la mise en place de ces vaccins et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter tous ces risques? Alors, soyons très très clair là-dessus, je pense que c'est vraiment important. Je pense que les risques ou les effets secondaires dont on parle sont soit mineurs, je serai prudent sur l'affaire des cycles, mais je parle des effets secondaires fréquents comme des douleurs au site de l'infection, comme de la fièvre pendant quelques jours, des maux de tête. Et donc, je pense que si vous voulez, ces effets secondaires-là, bon, ils apparaissent de façon très claire, ils sont établis, ils sont reconnus par l'industrie. Et puis, il y a d'autres effets qui sont ceux dont je vous ai parlé, qui sont bon, des réactions allergiques qu'on connaît relativement bien, elles sont très rares parce qu'on les a vues avec d'autres vaccins, d'autres complications dont j'ai parlé, qui, même si elles sont très rares, ont pu être mises en évidence grâce notamment à ce qu'on appelle des biomarqueurs, des analyses qui permettent effectivement
bon, si ce n'est d'affirmer, en tout cas de faire plus que suggérer un lien avec le vaccin. Et puis, il y a tout le reste, qui sont des effets secondaires rares, voire très rares, qu'il est impossible de mettre en évidence, disons, dans un laps de temps raisonnable, dans la mesure où c'est tellement rare qu'il faut des millions d'observations pour effectivement les documenter et surtout pour établir le lien de cause à effet. Maintenant, bon, dans le cas des cycles, je pense que c'est, comme on l'a dit, c'est une complication significative. Je pense que, si vous voulez, ce n'est pas, en tout cas en première intention, à l'industrie, pour ce type d'effet secondaire, d'intervenir. Je crois que le rôle de l'industrie, c'est avant tout de faire en sorte que, disons, des effets secondaires particulièrement graves ne soient mis en évidence avant que le médicament soit mis sur le marché. Donc, les agences réglementaires sont là pour ça. Et lorsqu'elles ont des raisons de suspecter un effet secondaire, eh bien, c'est à elles, effectivement, d'obliger l'industrie pharmaceutique à faire, disons, les études complémentaires nécessaires. Mais c'est les agences de surveillance qui ont la responsabilité, effectivement, d'enregistrer des effets secondaires qui sont, disons, suspectés et ensuite à prendre les mesures qui s'imposent, y compris en demandant à l'industrie pharmaceutique des études complémentaires. Donc, je pense que ce qui est évidemment inadmissible, et il y a dans l'histoire des médicaments, malheureusement, des précédents, c'est que l'industrie pharmaceutique qui, lors du développement d'un médicament, aurait connaissance, aurait une suspicion, n'en fasse pas part aux agences réglementaires. Ça, c'est hautement critiquable. Ça, et disons que les cas où ça s'est produit, heureusement, sont rares, mais ont donné lieu à des actions. Mais demander à l'industrie pharmaceutique de, si vous voulez, d'être elle-même à l'origine de la mise en évidence d'effets secondaires excessivement rares qui apparaissent après la mise sur le marché ou voilà, je pense que c'est difficile qu'elle le fasse seule. Ce qu'il faut savoir, et c'est d'ailleurs un plaidoyer que je fais dans un autre article, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la pharmacovigilance après la mise sur le marché, qui est là pour détecter des effets secondaires que l'on n'aurait pas vus dans la phase initiale, qui sont par définition des effets secondaires rares, qui nécessitent effectivement le suivi de centaines de milliers, voire des millions de personnes. Et ça, disons que c'est en général ce que les agences réglementaires exigent de l'industrie pharmaceutique. Donc, l'industrie pharmaceutique, effectivement, est engagée dans ces efforts de surveillance. Elle est engagée, si je puis dire, en collaboration sous l'influence des agences réglementaires. Mais c'est aux agences réglementaires, en première intention, à exiger de l'industrie pharmaceutique ces études. Revenons un peu sur les études sur les vaccins à ARN messager. On a eu très peu de recul, on va dire, puisque je crois que les observations dans les études initiales étaient de quelques semaines, voire quelques mois. Donc, on n'a peut-être pas eu assez de recul pour identifier ces effets secondaires à plus long terme ou à moyen terme. Et qu'on voit apparaître maintenant à la lumière du fait qu'on a dû aller très vite, on va dire, dans les autorisations. Est-ce qu'il n'est pas temps, on va dire, de considérer ces éléments avec le temps un petit peu plus long et de prendre ces éléments en considération de manière à modifier les pratiques et les meilleures pratiques pour éviter ce genre de risque dans le futur? Alors, écoutez, ce que je voudrais dire là-dessus, et je sais que, bon, ceci sera commenté, mais les précautions qui ont été prises avant la mise sur le marché de ces vaccins
correspondent en fait aux précautions qui ont été prises antérieurement pour d'autres produits vaccinaux. Alors, ce qui est vrai, c'est que la technologie est nouvelle, mais la technologie, elle existe depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que des êtres humains sont injectés avec ces vaccins ARN dans le cadre d'études cliniques. Tout ça pour dire que s'il y avait des effets importants, quand je dis important, c'est à la fois au plan clinique et sur le nombre de personnes qui en souffriraient, on l'aurait su. Et même maintenant, on sait, si vous voulez, que les observations qui ont été, et les études qui ont été exigées de l'industrie, bon, mais correspondent lorsqu'on voit à ce qui est nécessaire. Des effets secondaires graves, on les voit en général, enfin le plus souvent d'ailleurs en quelques mois. Donc si après 3 4 mois d'études, vous n'avez pas un signal clair, vous pouvez raisonnablement penser, pas que votre vaccin est parfaitement sûr, il va rester des incertitudes, mais pour mettre en évidence d'autres effets secondaires beaucoup plus rares, il faudra beaucoup plus de temps et beaucoup plus de personnes vaccinées. Et chacun conviendra que dans la situation où l'on était, mais c'est aussi ce que l'on a fait avant dans des situations différentes, eh bien, bon, il fallait avant tout sauver un maximum de vies, ce qu'on a fait sans exposer d'autres vies à des dangers qui pouvaient être prévus. Euh, Si on revient sur le deuxième aspect de ma question, ce qui était le contrôle de qualité, le contrôle de production. Donc, on a vu qu'il y a eu des contrats qui ont été signés par la Commission européenne, par la FDA, avec ses fabricants, avec beaucoup de choses qui étaient masquées, puisqu'il y a eu des disclosures donc de ces contrats. Beaucoup, on dit que ça manquait de transparence. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de parler des meilleures pratiques. Il y a eu des biostatisticiens qui nous ont dit que les études cliniques n'avaient peut-être pas suivi exactement les meilleures pratiques, donc elles ont questionné. Est-ce qu'on peut parler aussi au niveau de la production, qu'on peut avoir eu des problèmes? On se rappelle qu'il y a eu Moderna qui, au Japon, était suspendu parce qu'ils avaient des substrats, des substances visibles. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces éléments de production? Bon, disons d'abord pour ce qui est des biostatisticiens, j'attends encore que l'un de ces biostatisticiens explique que les résultats des vaccins en termes de protection contre les formes graves, les hospitalisations et les décès ne soient pas significatifs. Enfin, ça me paraît impossible. Donc, je pense que c'est clair que les données qui ont été accumulées étaient plus que suffisantes pour effectivement approuver ces vaccins et sauver des vies. Ça, c'est pour ce qui est effectivement des bénéfices. Je reviens donc à la question, c'était sur on va dire la production de ces et le contrôle de qualité qu'il y a eu, puisqu'on a produit très rapidement beaucoup de vaccins et on a pu voir des problèmes de production, on va dire, de contrôle de qualité. Le contrôle de qualité aussi était demandé, était à la charge même des agences réglementaires locales. Elles avaient très peu de jours pour vérifier, on va dire, la qualité. Et donc, il y a peut-être eu un problème de qualité et de constance dans la qualité. Bon, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, ce que je sais, c'est que bon, ces contrôles sont effectués, que bon, la meilleure manière de le démontrer, c'est que, comme vous l'avez dit, des lots entiers de vaccins ont été déclarés non utilisables pour des raisons de qualité. Et disons que moi, en tout cas, je ne suis pas informé d'effets secondaires ou d'effets inattendus qui seraient liés à un problème de contrôle de qualité. Et je dois dire que, bon, là, quand même, il y a une expérience passée, notamment il y a très longtemps, avec des lots de vaccins contre la poliomyélite, qui font que, bon, tout le monde est très attentif plutôt, en particulier dans les agences réglementaires. Donc, bon, quand on dit on est allé aussi plus vite sur le contrôle de qualité, bon, je ne sais pas quels sont les éléments dont on dispose pour dire qu'effectivement, on a laissé passer
disons, arriver sur le marché des lots qui auraient été impropres à l'administration du vaccin. Moi, je pense qu'effectivement, bon, les contrôles ont été faits. Et encore une fois, des lots ont été éliminés et je n'ai pas connaissance d'effets secondaires qu'on ait pu attribuer à certains lots et pas à d'autres. Aujourd'hui, nous avons dans le monde de l'industrie pharmaceutique deux types de sociétés, celles qui ont participé aux thérapies et au développement de ces thérapies et de ces vaccins contre la Covid. Donc, d'un côté, BioNTech et Moderna, Pfizer, et de l'autre, les autres sociétés, Sanofi, Merck. Est-ce qu'il ne va pas y avoir, on va dire, une scission entre ces deux groupes de sociétés parce qu'il y a une perception qu'on a été peut-être vite en besogne. Alors, à la fois une jalousie, puisqu'il y a certaines sociétés qui ont bénéficié économiquement, on va dire, de cette manne, de cette vaccination, manne économique, en échange, bien sûr, de toute la recherche qui a été faite. Et de l'autre côté, des sociétés qui ont été peut-être plus prudentes, plus conservatrices. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette question? Oui, alors je pense vraiment pas qu'il va y avoir, si vous voulez, des opinions différentes sur ces différents industriels pour, pour la raison suivante. Je crois que la défiance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, et on l'a déjà évoqué, je pense qu'elle ne date pas d'hier. Et bon, comme je l'ai évoqué, malheureusement, il arrive que l'industrie pharmaceutique elle-même, par certaines pratiques et notamment par la manière dont elle communique, bon, ça se fait indirectement vers le grand public, mais quand même, je pense qu'il y a là des actions qui parfois ont l'effet contraire de celui que l'on espère et effectivement alimentent la défiance. Et ça, c'est vrai pour tous les industriels. Pour ce qui est de ce que vous laissez sous-entendre d'une forme de compétition entre les industriels, c'est pas qu'elle n'existe pas, mais si vous voulez, les industriels savent très bien que la défiance, elle est globale. Il y a d'ailleurs bon, des fédérations industrielles. Moi, je connais très bien la Fédération européenne et je peux vous dire que sur ces questions de confiance à restaurer, les industriels travaillent ensemble, ils travaillent de concert parce qu'ils savent très bien que la défiance vis-à-vis de l'un d'eux va immédiatement déteindre sur l'ensemble des industriels. Bon, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que quand même, laisser sous-entendre que certaines compagnies ont été plus conservatrices, plus prudentes, et que c'est pour ça qu'elles n'ont pas développé les vaccins aussi rapidement, ça je crois que c'est une vision vraiment très courte. Je peux vous dire que tous les acteurs des vaccins, s'ils avaient pu développer les vaccins ARN, l'auraient fait au même rythme que Moderna et Pfizer. Donc, vous ne pensez pas donc cette défiance, elle est perçue sans qu'elle soit sortie d'une réalité, quoi. Disons que je crois que bon, cette défiance, finalement, elle est intrinsèque au fait que bon, les médicaments sont produits par des industries qui ont leurs propres contraintes en matière financière, en matière d'investissement, et donc ceci déjà en soi va évoquer bon, disons des réactions chez certains. Et bon, je crois que donc cette défiance, la seule manière, si vous voulez, d'y répondre, c'est de montrer qu'il y a toute une série de mécanismes à l'œuvre, et en particulier impliquant les agences réglementaires, les agences gouvernementales, pour effectivement faire en sorte que l'industrie s'inscrive, et elle s'inscrit dans un écosystème qui est effectivement très régulé, très contrôlé. C'est de cette façon-là qu'on va arriver à vaincre la défiance. Plus quand même, bon, il y a des actions qui sont menées, bon, et la plupart des industriels
mène des actions, notamment, disons, en direction des pays défavorisés, des pays pauvres, qui montrent quand même, encore une fois, parmi les gens qui travaillent dans l'industrie, il y en a quand même qui mettent le bien commun à l'avant-plan, même si, bien entendu, d'autres ne font pas complètement abstraction d'autres considérations. Et peut-être, professeur, une dernière question. Il y a une professeure de droit qui avait posé la question à la commission pour remettre, vous parlez de biens communs, pour remettre ces brevets, pour suspendre ces brevets de manière à pouvoir les donner aux pays défavorisés. Est-ce que vous avez une position, on va dire, qui est humaniste à ce sujet-là, puisque quelque part, ces industries ont investi beaucoup d'argent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet? Oui, alors c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup avec des économistes et un médecin-chercheur que vous connaissez très bien en France qui s'appelle Alain Fischer. Et donc ce sont des questions effectivement très importantes. Et je pense qu'il faut reconnaître que si l'industrie n'était pas, disons, gouvernée par toute une série de recommandations où le profit n'est pas absent, eh bien, on n'aurait pas obtenu tous les succès que l'industrie a obtenus. Donc, le fait d'avoir effectivement des industriels qui développent des médicaments et pour lesquels le profit, disons, fait partie des considérations qui guident la stratégie, bon, en soi, n'est pas nécessairement une mauvaise chose, et peut même être une chose excellente parce que, disons, les situations où le développement de traitements ont été confiés uniquement à des organismes publics n'ont certainement pas fait mieux. Ceci étant, l'industrie pharmaceutique, globalement, est une industrie qui est très profitable. Et pour certaines situations où effectivement le bien commun, comme on y a fait allusion, est mis en péril, ce que nous pensons, c'est que la solution n'est pas de supprimer les brevets. Je pense que les brevets et la propriété intellectuelle est un incitant très important pour ceux qui développent des médicaments, mais dans certaines situations, il faut au minimum imposer des clauses de prix raisonnables et aussi faire en sorte, et ça c'est la responsabilité des gouvernements, de conditionner la prise en charge financière, le remboursement de certains médicaments à effectivement des marges de profit qui soient contrôlées. Et donc, c'est pour ça que, bon, ben, notamment, nous avons plaidé pour le fait que des entreprises à mission soient en charge ou soient créées pour développer, disons, des traitements contre des maladies particulières et que l'on évite de cette manière, disons, des prix exorbitants de certains traitements. C'est en particulièrement vrai pour les maladies rares. Et nous disons d'ailleurs qu'il y a, ça peut paraître un peu étonnant, mais il y a, si vous voulez, un certain nombre de similitudes entre la question de l'accès au traitement des maladies rares et ce que l'on voit apparaître pour les traitements et les vaccins contre la COVID. Donc, il y a effectivement de nouvelles approches en termes d'affaires, de business qui devraient être pensées sans se faire d'illusions, parce qu'évidemment, il va y avoir beaucoup de réticence dans l'industrie à créer une forme d'exception. Mais je pense que l'exception, ce n'est pas de supprimer les brevets, c'est plutôt d'encadrer la manière dont les brevets sont exploités. Et je pense aussi que pour les pouvoirs publics, ils ont une responsabilité parce qu'ils financent des organismes publics, des universités, d'où provient la science, où naissent les découvertes. De là se passent des accords de transfert de technologie avec les industriels, et il serait important que dans ces accords de transfert, il y ait des clauses qui quelque part, encadrent ce qui sera le prix futur d'un médicament qui naîtrait d'une découverte qui a été soutenue par les pouvoirs publics.
Bien, écoutez, professeur Goldman, merci beaucoup de nous avoir donné du temps et tout ce temps pour cet entretien essentiel. Donc, on rappelle, vous êtes professeur en immunologie émérite. Vous avez expliqué que la vaccination avait eu un bénéfice important, qu'il y a des effets secondaires rares. Vous avez vous-même été une des personnes qui a subi ces effets secondaires, qui vous a poussé à vous poser des questions sur les liens de cause à effet avec la maladie, de manière à ce que vous puissiez alerter l'industrie et aussi essayer de voir si jamais il y avait d'autres éléments liant à ça. Et on a fini sur le lien de l'industrie pharmaceutique et surtout le rôle de ces agences régulatoires qui devraient inciter à la meilleure pratique et contrôler, y compris sur cette notion des brevets et la dissémination de ces brevets, de la dissémination de cette science pour le bien commun. Merci beaucoup, professeur, d'avoir pris le temps de parler aux auditeurs de François aujourd'hui. Comme vous avez dit en introduction, vous savez que vous aurez quelques critiques sur certains des éléments dont vous avez mentionné, puisqu'il y a certaines personnes qui sont plus critiques que vous l'êtes. En tout cas, votre parole porte dans l'industrie. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps pour les auditeurs de François de vous exprimer. Peut-être le mot de la fin, si vous voulez, professeur. Écoutez, le mot de la fin, ce sera que l'éducation des soignants, mais aussi l'éducation des citoyens, c'est là que se trouve la clé. Et aujourd'hui, je déploie beaucoup d'efforts pour expliquer à des enfants de 11 ou 13 ans ce que sont les maladies infectieuses, comment on les combat. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut effectivement apprendre comment analyser tout ce qui tourne autour de la santé, comment prendre le mieux possible soin de soi et soin des autres. Merci beaucoup, professeur, et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous.